on sait que cet été ça va exploser. L'objectif c'est 300 000 après les Jeux Olympiques. Et je demande en collab Rudy, donc le joueur, sa franchise, des Timberwolves et la NBA. Et donc tout le monde accepte et ça fait un Reels qui a 12, 13 ou 14 millions de vues. Quand tu as la chance de pouvoir collab avec un compte comme la NBA, tu sais que derrière c'est au minimum 1 million de vues, ça c'est une certitude. Ça peut monter à 5, 6, 7, enfin voilà, c'est assez facile de performer. L'équipe de France, c'est vraiment un Hall of Fame. Ouais. C'est impressionnant l'équipe de France aujourd'hui. Alors, Wemby, 3,9 millions de followers sur Instagram. Rudy Gobert, c'est 864 000 followers, c'est aussi énorme. Nicolas Batum, 290 000 followers. Et Evan Fournier, 290 000 followers. T'as ici des joueurs qui ont des audiences plus grosses que l'équipe de France en elle-même. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir un invité derrière les micros. Il baigne dans le basket et les réseaux sociaux depuis presque toujours. Il est passé par la Ligue africaine de basket, puis par le très hype tournoi Quai 54 à Paris. Et le voilà maintenant aux manettes des réseaux sociaux des équipes de France de basket. Je peux vous dire que le garçon, il a du job entre Instagram, Facebook, TikTok. Il a pour mission d'animer une communauté cumulée de près de 650 000 fans et supporters de l'équipe de France de basket. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est vraiment un plaisir d'accueillir le SMM de l'équipe de France de basket. Bonjour Clément Dagnoux, bonjour, merci d'être avec nous dans le Super Daily. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et encore une fois ravi d'être avec vous pour échanger. Donc Clément, voilà, tu nous viens de Paris. C'est ça. Voilà, je disais tout à l'heure, merci à toi. Déjà, un grand merci d'être venu, d'avoir pris le train, d'être venu jusqu'à nous et de là. Et là, vous le voyez peut-être pas à l'image, ni à l'audio d'ailleurs. Clément, il est grand. Il est grand, il est très grand. Quand il est arrivé, j'étais un poil intimidé. Bah oui, bien sûr, puisque tu as un passif de basketteur. Ouais, j'ai un passif de basketteur, comme je t'expliquais un petit peu avant. Moi, j'étais d'abord footeux, ancien footeux jusqu'à mes 16 ans, passé par 2 centres de formation en Bretagne, le Stade Rennais et Guingamp. Et puis ensuite, j'ai bifurqué sur le basket, sport dont j'étais un grand fan depuis quelques années auparavant. Et j'ai eu la chance ensuite d'intégrer petit à petit des clubs qui m'ont fait confiance pour avoir une petite carrière de joueur semi-pro entre la 5e et la 4e division. Voilà, et aujourd'hui, il a bifurqué et maintenant il est dans la com et notamment dans le social media. Et là, on se doute qu'à quelques semaines des JO, tu dois être un peu dans le jus, ça doit être un peu speed de ton côté, du côté de l'équipe de France de basket. Ouais, quand j'ai dit à mes responsables que je prenais une journée de congé pour venir ici, ils m'ont demandé quand même d'être réactif par mail. Donc si ça sonne, il faut que tu répondes. Okay, j'ai mis le mode avion là, donc ça va. Mais ouais, c'est depuis 2 mois là, ça commence à être le gros temps fort pour la fédération, pour les équipes de France à l'approche des Jeux Olympiques. Donc c'est une période très, très chargée pour nous et ça a commencé déjà depuis une semaine avec l'équipe de France féminine qui a commencé son rassemblement à l'INSEP. Alors moi, il y a beaucoup de choses dont je souhaite qu'on puisse parler aujourd'hui. J'aimerais que tu nous en dises plus sur évidemment la stratégie social media de l'équipe de France de basket, que tu nous racontes comment vous organisez cette prise de parole, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok. On va passer un peu au crible les différentes plateformes. Évidemment, on va parler des JO. Et puis, j'aimerais aussi que tu nous expliques ce que ça implique de travailler avec ou à côté de super méga stars comme Wemby ou Rudy Gobert. Voilà, à peu près le programme. Est-ce que ça te va ? C'est parfait. Allez, magnifique. Donc, je le disais, tu es social media manager des équipes de France de basket. Ça veut dire que c'est toi qui gères la présence social media de l'équipe masculine. L'équipe féminine, c'est une autre équipe, c'est ce que tu disais ? Alors ouais, c'est ça. En gros, on est 2 aux manettes de la partie digitale. Bien sûr, on est sous la responsabilité de 2 personnes qui sont Julien Guérino et Fabrice Canet. Julien Guérino qui est le responsable des contenus à la fédération et Fabrice Canet qui est vraiment le directeur du service communication. Et on est 2 ensuite à gérer toute la partie digitale. Moi sur l'équipe de France masculine et un collègue qui s'appelle Kevin Bozzi qui gère la partie équipe de France féminine. Du coup, c'est qui ton employeur ? C'est qui le patron là ? Alors c'est la Fédération française de basket. Okay. On est salarié équipe de France de basket, mais à disposition des équipes de France. À l'année et bien sûr quand il y a des temps un petit peu plus faibles on est aussi amené à travailler sur des sujets plus fédéraux
du coup à aider et aussi à apporter un appui fort sur la Coupe de France, le 3-3, la Ligue féminine dès qu'on a un moment un peu libre. Donc vous êtes combien aujourd'hui sur la partie social media dédiée à l'équipe de France de basket? Alors sur la partie social media, je vais être le seul sur l'équipe de France masculine. Voilà. Là vous voyez pas, mais sa cape a bougé. Hein. Sa cape de super-héros dans le dos, elle a bougé au moment où vous disiez ça. Je vais vraiment être tout seul sur la présence digitale, donc dans l'animation de communauté, création de contenu, etc. Par contre, dès qu'on est en équipe de France, sur la partie équipe de France masculine, du coup je bosse avec Fabrice Canet qui lui passe attaché de presse de l'équipe de France, Julien Guérino qui est responsable des contenus, rédacteur web print pour le magazine de la Fédération et pour le site internet du Team France Basket, et j'ai la chance d'avoir également 2 prestataires qui viennent bosser à chaque fois lors des compétitions ou des avant-compétitions en préparation. Un vidéaste, Tommy Humbert, qui est un vidéaste courtside depuis une vingtaine d'années, qui est un des gros noms, on va dire, du basket en France dans la partie captation vidéo, et j'ai un photographe qui s'appelle Armand Lenoir, qui est un super photographe très très fort, et qui lui est avec nous depuis un peu moins de 2 ans. Ok, donc en gros 3 personnes pour gérer la com de l'équipe de France, c'est ça, dont toi sur la partie social media, et puis tu te fais accompagner de 2 prestats, notamment sur la production des images. C'est ça, mais du coup sous la responsabilité de 2 autres personnes qui ont eux aussi bien sûr leur mot évidemment. Leur mot à dire, et c'est quoi ta mission à toi en tant que social media manager? On va dire le main objectif, qu'est-ce que c'est exactement qu'on te confie? Alors du coup c'est toute la partie stratégie digitale déjà, de la mettre en place, puis de l'appliquer, la partie création de contenu, parce que je crée aussi du contenu, au final on est intégré au staff, donc toute la partie création de contenu smartphone va être faite par moi. L'animation de communauté, ça va être dans la partie community management aussi, répondre aux fans. Donc c'est des missions diverses, mais qui sont assez intéressantes, et aussi une partie analyse des performances avec des stats à rendre dès qu'on a un rassemblement qui se termine pour juger un petit peu de nos performances. Et plus concrètement, pour la fédération, à quoi ça sert d'entretenir toute cette dynamique autour de l'équipe de France de basket? Pour la fédération, le but il est en premier, je pense, de faire rêver un petit peu et d'apporter aussi aux jeunes licenciés une vision du sport professionnel, du basket professionnel, de leur donner envie aussi de pouvoir forcément croire en leurs rêves, parce qu'on voit que dans les équipes de France, ce sont des joueurs et des joueuses qui ont petit à petit aussi créé un petit peu leur histoire, donc ça peut arriver à tout le monde. Et puis le but, il est aussi de ramener du monde en fait à devenir pratiquant. Donc quand les équipes de France, c'est vraiment le produit premium de la fédération. C'est par elle qu'on donne envie aux jeunes enfants de pratiquer le basket et de se mettre un petit peu à ce sport qui est incroyable. Et alors là justement il va y avoir on va dire un énorme coup de loupe là cet été avec les Jeux Olympiques, avec le premier match de l'équipe de France, si j'ai bien vu ça sera le 27 juillet, c'est ça? Alors le 27 juillet ce sera l'équipe de France féminine qui va commencer ses premiers matchs de préparation, et pour les garçons c'est le 3 juillet à Rouen face à la Turquie, à la Kind Arena de Rouen. Ok, donc c'est très bientôt là. Et après on est parti pour un tournoi dans lequel l'équipe de France elle est très attendue. Pour toi concrètement ça va se passer comment? Qu'est-ce que tu vas faire en fait pendant ce Alors du coup c'est on va dire que les Jeux Olympiques sont un peu la compétition la plus compliquée à couvrir, parce que c'est vrai qu'en termes de droit télé c'est très restreint, les accès sont très restreints, donc ça veut dire qu'en fait on va être présent avec l'équipe sur toute la préparation. Donc là on aura des accès bord terrain lors des rencontres, et un accès équipe lors des entraînements, lors des voyages, etc. Donc toi déjà t'es en jogging équipe de France. Exactement, avec les initiales ça fait plaisir. Voilà. Mais du coup c'est vrai que pendant la compétition moi je serai pas avec l'équipe. En fait on n'a pas d'accès, on n'a pas d'accréditation en fait social media, elles sont pas données en fait par le comité olympique, parce que à cause des droits télé on n'a pas le droit de filmer du contenu et de le partager en temps réel. En fait on est vraiment tributaire des chaînes de télévision qui ont acheté les droits. Donc ça veut dire que moi pendant la compétition, à la différence d'un Euro ou d'une Coupe du Monde où on est vraiment 24/24 avec l'équipe, moi je vais repartir chez moi et je vais traiter les rencontres à distance. Donc c'est très ça doit être frustrant. C'est très frustrant, même pas d'entrée dans la salle, etc. On a vraiment l'attaché de presse qui est lui qui a une accréditation mais qui ne peut pas non plus
plus créer de contenu, qui peut rien faire. En fait, tout est réglementé. Extrêmement bordé. Parce que habituellement, donc là, il y a les JO, mais il y a aussi des championnats du monde, etc. Exactement. Et là, ça se passe comment quand toi, t'accompagnes l'équipe? Là, c'est totalement différent. On a vraiment un accès full-time avec l'équipe, c'est-à-dire qu'on est encore une fois intégré au staff, à la préparation, mais aussi à la compétition. Donc on est avec l'équipe pour voyager, on est avec l'équipe à l'hôtel, on est avec l'équipe pendant les entraînements, on a le droit de filmer du contenu à côté, donc ça n'a rien à voir, c'est deux choses très différentes. C'est plus intéressant pour moi de participer à un Eurobasket ou une Coupe du Monde, parce que du coup je peux faire un petit peu entre guillemets ce que je veux, parce que la FIBA est de plus en plus permissive aussi sur les contenus qu'on peut tourner en temps réel et qu'on peut partager sur les réseaux sociaux. Par contre, pendant les Jeux Olympiques, qui est par définition la plus grosse compétition basket, mes accès sont beaucoup plus réglementés et du coup je n'ai pas la possibilité d'être avec l'équipe, donc c'est très très frustrant, mais bon, donc on le sait, donc on s'adapte. Donc là tu vas devoir avoir la mission complexe de raconter une histoire avec le plus de proximité possible, le plus d'intimité possible. Sans être avec eux. Alors ça va être quoi les stratégies? Tu as déjà des pistes? Ouais, j'ai déjà des pistes. Après, on espère on est en train de bosser avec les diffuseurs. On est en train de bosser aussi avec la FIBA pour voir un petit peu ce qui est FIBA, Fédération internationale de basket, qui gère la partie basket sur le tournoi olympique. On est en train de voir avec eux, on est en train de bosser pour essayer de récupérer malgré tout du contenu en temps réel via les collabs par exemple sur Instagram. On espère pouvoir être invité par les diffuseurs ou par la FIBA qui va partager du contenu en temps réel. On espère pouvoir être invité sur ce genre de contenu et profiter des actions vidéo qui seront forcément les actions les plus marquantes du tournoi et forcément les plus engageantes. Donc là, vous êtes un peu en phase de négociation avec la FIBA et autres partenaires diffuseurs pour dire France Télévisions, Eurosport, exactement. Quand il y a une action de l'équipe de France de basket, faites un post-collab avec nous, comme ça on peut nourrir nos audiences. On peut en bénéficier, exactement. Ouais. Et après, le reste, ça va être de miser beaucoup sur la photo, parce que dans tous les cas, on n'aura pas le choix, donc ça va être de s'adapter. Maintenant, sur TikTok, on peut aussi faire des carousels photos qui sont en plus un petit peu poussés par l'algo, donc on sait qu'on va devoir bosser à fond là-dessus, et on va aussi tourner beaucoup de contenu en amont qu'on va garder pour la compétition, pour essayer d'être présent et d'apporter quand même de l'interaction avec nos fans sans avoir forcément des images de match. C'est quoi le rythme de publication pendant une compétition majeure et comment tu vas gérer pendant les JO? Alors, pendant une compétition majeure, ça va différer des compétitions comme on disait un petit peu pendant une Coupe du Monde ou un Eurobasket, il y a des journées où ça peut être jour de match, ça peut être 15-20 contenus dans la journée. Donc je parle juste sur Instagram. Sur TikTok, on peut être à 3, 4, 5 contenus. Sur X, avec les live tweets, etc., ça peut monter à 50, 60 contenus. Donc il y a une vraie stratégie d'envoyer le plus de choses pertinentes les jours de match ou les jours off pour capter un max d'audience et faire grossir notre communauté. Sur les Jeux Olympiques, on va essayer d'envoyer un max aussi. C'est dans tous les cas, on capitalise toujours sur les grosses compétitions pour faire grossir nos bases fans. Donc c'est dans tous les cas, le but c'est d'en parler énormément et puis d'essayer d'amplifier notre contenu avec des posts collabs ou ce genre de choses. Donc tu nous disais pendant les Jeux Olympiques, il y a un gros cahier des charges fixé par le comité officiel. Tu n'as pas toutes les possibilités. Du tout. Est-ce que tu vas être en capacité de produire du contenu en dehors des terrains avec les équipes de France? Non, du tout. De France non. Du tout. Non, en fait, l'équipe de France féminine, elle va être au village olympique. Donc quand tu es au village olympique, les personnes qui ne sont pas accréditées n'y ont pas accès. Okay. Exactement. Et l'équipe de France, elle, la fédération a fait le choix qu'elle ne soit pas dans le village. Donc on aurait pu être à l'hôtel avec les joueurs, mais pour respecter un petit peu la parité entre les deux équipes, on a décidé, la fédération a décidé de ne pas mettre un social media manager chez les garçons. Coup dur ça, tu dois être frustré. C'est terrible, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, tu es parti pour une petite séquence de jongle de communicants, ceux qui, comme toi ou moi, avaient un jour été dans ce genre de bourbier de communication. Bah là, il faut être astucieux, il faut trouver des astuces. Totalement. Effectivement, tu as dit qu'il faut faire du buffer de contenu en amont. Totalement. Va falloir collaborer avec d'autres aussi pour nourrir ses audiences. On va suivre ça de très près. Et je le disais, cette équipe de France, elle est extrêmement attendue au moment de ces Jeux Olympiques. C'est vraiment un des temps forts de cet été. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un effet Wembanyama?
Ça, c'est une certitude. Bon, là encore, la préparation n'a pas commencé. Donc, pour les garçons, la préparation a commencé. Chez les filles, là, elles sont rassemblées depuis une semaine. Chez les garçons, oui, forcément, il y aura un effet Victor, parce que c'est aujourd'hui la tête d'affiche du basket français, c'est lui. Même s'il a que 4 sélections en équipe de France, on l'a vu que sur 2 fenêtres de qualification en février et en novembre et février de 2022 et 2023. Donc, on a on va dire un passif très, très léger avec lui, mais on a vu déjà que sur ces 4 premières sélections où il avait tout explosé statistiquement et où collectivement l'équipe de France avait fait un 4/4, on avait vu qu'il y avait déjà un effet Wemby qui était assez incroyable, mais malgré tout on reste un sport collectif, et même s'il y a un effet Victor, il faut qu'on respecte aussi un petit peu la parité sur le nombre de contenus alloués à ce joueur, et pour pas non plus trop en faire, ne pas le mettre non plus lui en danger, et garder un espèce d'effet 50-50 sur lui et puis le reste de l'équipe, quoi. Ouais, ça c'était justement une de mes questions, c'est que là quand tu as, on va dire, excusez-moi monsieur Wemby le terme, mais quand tu as un produit d'appel aussi extraordinaire que Rookie of the Year NBA, ce géant splendide, le prodige d'une génération, forcément le public, j'imagine, a les yeux qui brillent pour ce. Et puis toi tu dois parler de collectif aussi. C'est ça. Est-ce que tu as déjà une stratégie là-dessus, ou est-ce que même tu l'as conscientisé, tu vois, cette stratégie de dire ça sera autant de contenu pour Wemby, autant pour les autres? En fait, ouais, elle est déjà vue, cette stratégie, en interne depuis déjà son arrivée, alors qu'il n'avait pas encore fait sa première saison NBA, etc. Donc là, je pense que le phénomène va être encore décuplé, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la partie médias traditionnels, etc., lors des confs de presse, etc. Ça va être assez dingue. Je pense qu'on n'est pas encore prêt à ce qu'on va vivre avec lui. Mais oui, forcément, il y a une stratégie en interne. Le but, c'est pas non plus de tout miser sur lui, parce que ça reste un sport collectif. Forcément, c'est, comme je disais, un petit peu la tête d'affiche du basket en France, et donc forcément des équipes de France. Mais il y a aussi une équipe de France qui a vécu avant lui, qui a fait des résultats collectif avant lui, et il y a des joueurs extraordinaires qui ne sont pas des Victor Wembanyama, mais qui sont des Rudy Gobert, des Evan Fournier, des Nando De Colo, des Nicolas Batum, qui sont vraiment les cadres, et aussi beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent et qui sont des on va dire des cadres déjà de cette équipe, Gershon Yabusele, Mathias Le Sort, enfin qui sont des joueurs un petit peu entre 25 et 30 ans. Donc le but, c'est aussi de mettre tout le monde en valeur, et de pas mettre en valeur que Victor, parce qu'on ne veut pas non plus l'impacter, le déranger plus qu'il ne faudrait, pour pas non plus avoir un effet un petit peu négatif sur sa préparation. Déstabiliser ses performances. Exactement. C'est quand même très français, ça. Parce que regarde, les Antonio Spurs, ils en ont rien à foutre. Si tu vas voir leur compte Instagram, t'as que du Wembanyama depuis un an. Je suis d'accord, mais je pense que la communication d'un club et la communication d'une équipe nationale, ça n'a rien à voir. En fait, Victor, bien sûr que c'est la star de San Antonio, déjà parce qu'il arrive dans une équipe très jeune, qui n'a pas gagné beaucoup de rencontres l'année dernière, donc forcément déjà il a un espèce d'impact hyper positif sur les performances sportives et sur le reste. En équipe nationale, il a que 4 sélections, voilà, il faut pas l'oublier non plus. Il y a des joueurs qui ont été là avant lui, qui ont performé, qui ont eu un impact énorme aussi sur les performances collectives, et donc le but en équipe nationale, c'est pas de mettre en avant un seul joueur, mais c'est aussi de mettre en avant le collectif, et de pas oublier que c'est un sport qui se joue à 5, et que même si ça reste pour moi le sport le plus individuel des sports collectifs, parce que c'est vrai que quand tu as un impact statistique énorme, tu peux entre guillemets faire gagner ton équipe. En équipe nationale, c'est pas le cas. La primeur, c'est le produit équipe de France, c'est pas, donc il y aura du Wemby, mais il y aura beaucoup de choses aussi. Ça sera rationné, les amis. Exactement, c'est ça. Allez, j'aimerais qu'on parle d'Instagram. Voilà, sur Instagram, donc @équipe de France basket. 228 000 followers sur ce compte Instagram. Ouais, c'est pas énorme quand on compare avec d'autres équipes nationales, que ce soit le foot ou le rugby, etc. C'est un compte qui a été créé il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Donc en fait, la fédération avant n'avait pas de compte alloué aux équipes de France 5-5. C'était un compte un petit peu comme au rugby, un compte fédération qui traitait également les équipes nationales. Mais au moment des Jeux de Tokyo, juste après, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'avoir un décompte réseaux sociaux destiné aux équipes de France. On pouvait les mettre en avant au maximum. Et c'est vrai qu'on a pris la décision de créer ces comptes Instagram, TikTok, qui étaient vraiment, on en avait besoin.
Donc ce compte, il a un peu plus de 2 ans et demi, je crois, si je dis pas de bêtises. Puis ça prend plutôt bien. 228 000 abonnés, c'est une stratégie full organique. Il y a pas du tout de paid. On n'a jamais travaillé comme ça à la fédération de basket. Donc en full organique, je trouve que c'est plutôt intéressant. On fait des perfs très cool sur plein de contenus différents. Et puis on sait que cet été ça va exploser. L'objectif c'est 300 000 après les Jeux Olympiques. Ah, je pense même que ça va exploser au-delà. Ouais, moi je suis optimiste. Je pense. Ouais. Lors de l'été dernier, lors de la Coupe du Monde qui a été une Coupe du Monde qui n'a pas été réussie pour les garçons en Indonésie et aux Philippines, on gagne pratiquement 65 000 abonnés, je crois, sur l'été entre la préparation et la compétition, sur une compétition qui s'est arrêtée très vite finalement parce qu'on a été éliminé dès les poules. Donc bien sûr, forcément l'accroissement de la communauté dépend aussi des performances sportives. Là, vu qu'on va aller en finale, on est bien. J'espère. Mais je pense que on peut vraiment exploser cet été sur nos différents réseaux sociaux. Alors, comment tu l'organises aujourd'hui, cette prise de parole sur Instagram ? Est-ce que tu as, par exemple, des piliers de contenu, une récurrence, un truc qui permet de structurer ta prise de parole ? Alors, forcément, on a un marronnier, comme toutes les fédérations. On a des événements qui reviennent tous les ans, que ce soit des performances collectives lors de grandes compétitions avec des médailles gagnées qui nous permettent de remettre un petit coup de projecteur sur les anciennes générations, les anniversaires qui c'est tout bête mais qui sont finalement des événements récurrents pour les équipes de France, pour les joueurs et les joueuses. Et puis on a, comme je te disais tout à l'heure, on a les compétitions estivales qui sont les grosses compétitions qu'on organise plusieurs mois à l'avance dans la strate de contenu, etc. Mais on a aussi 2 rendez-vous récurrents en novembre et en février chez les garçons et chez les filles qui sont des fenêtres de qualification pour ces grandes compétitions où là on a les équipes de France. L'équipe de France féminine sera toujours l'équipe de France, on va dire, habituelle, alors que chez les garçons c'est souvent les joueurs NBA ne peuvent pas participer à ces fenêtres internationales et du coup on a des joueurs Euroleague, Eurocup, mais du coup ça permet aussi d'avoir des nouveaux joueurs dans l'équipe de France, de parler de les mettre en avant et de parler de sujets un peu différents. Donc tu as vraiment une ligne éditoriale qui se construit autour des temps forts. Totalement. C'est ça. Ouais, et est-ce que tu as, entre les temps forts, comment est-ce que tu animes ça ? Est-ce que tu as une récurrence de sujets que tu dois placer, en tout cas qui font partie, je sais pas, de l'ADN, des besoins, peut-être même de la fédé en communication ? Alors du coup, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était de mettre en valeur les joueurs et les joueuses dans leurs clubs respectifs et respectives. Le but, c'est en fait de parler des joueurs et des joueuses des équipes de France toute l'année, pas seulement quand ils sont en équipe de France. Donc en fait, dès qu'on a un joueur qui va performer en NBA, en Euroleague ou en championnat, on va essayer de mettre en valeur sa performance à travers les vidéos. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail qui a été fait de proximité avec les ligues. Moi je suis maintenant très bien, j'ai des liens très forts, j'ai tissé des liens très forts avec la NBA, avec l'Euroleague, avec les championnats nationaux, avec la FIBA, ce qui fait qu'on récupère beaucoup de contenu vidéo des joueurs dans leur club. On arrive à les mettre en avant tout au long de l'année comme ça. Et puis après, il y a un travail de veille quotidienne sur les tendances actuelles qu'on essaye de récupérer et de mettre en valeur via les équipes de France. On parlait tout à l'heure de buffer. On sait que souvent, c'est quand même la clé d'arriver à avoir du contenu d'avance, en tout cas d'anticiper sa production de contenu. Toi, tu as une vue à combien aujourd'hui, au moins sur ton éditorial, où est-ce que tu vas en termes de contenu ? En termes de contenu, quand tu commences, on va dire, la saison après une compétition internationale, quand tu reviens au bureau en septembre, tu sais à peu près ce qui va se passer sur l'année à suivre. En fait, t'as ton calendrier. Nous, on est sur Notion, on crée notre calendrier éditorial qu'on se partage entre nous. Et on a notre marronnier sur un an. Et puis après. Donc tu as déjà tous tes événements d'équipe qui sont calés à l'année. Exactement. Toute la partie historique avec, comme je te disais tout à l'heure, les grandes performances passées, les compétitions où il y a eu des médailles qu'on essaye de mettre en avant. Donc ça, c'est un pilier aussi, l'histoire de l'équipe de France qui va venir rythmer l'année. Ouais. Totalement. Ouais. Et après, les anniversaires qui font partie aussi intégrante de la stratégie, parce que c'est important de penser à nos joueurs et à nos joueuses. Et puis après, tout le contenu chaud qu'on va créer au quotidien. On s'adapte un petit peu aussi aux événements récents. On a parlé des JO, j'aimerais juste qu'on refasse un petit crochet par une compétition, une compétition plus classique, en tout cas une Coupe du Monde ou quelque chose comme ça.
comment ça se passe exactement là? Comment tu anticipes cette période-là? Parce que tu sais qu'il y a un temps fort de marque, tu sais que là il va y avoir un tournoi, potentiellement 4 ou 10 matchs. Comment est-ce qu'on anticipe cette production de contenu et l'éditorial autour de ça? Alors on l'anticipe plusieurs mois à l'avance. Je pense que pour une compétition l'été, dès le mois de janvier, on est sur le pont, nous en tant que fédération, pour se mettre autour de la table et voir un petit peu ce qu'on va créer tout au long de l'été. On a d'abord une mission, c'est aussi de récupérer un petit peu le message de la direction technique nationale. Comment est-ce qu'on va devoir, entre guillemets, mettre en image ce qu'eux ont dans la tête sur le plan de la performance. Donc ça, c'est un vrai travail de collaboration entre les services de la fédération. Est-ce que le storytelling, il est toujours lié à la performance? Il est toujours lié à la performance, forcément. Okay. On s'adapte beaucoup aussi aux déclarations des joueurs et des joueuses et du coach. Donc forcément, des fois, on a des ratés. L'année dernière, on avait beaucoup d'ambitions sportives, mais aussi beaucoup d'ambitions sur la partie communication. Et c'est vrai que quand le sportif ne performe pas autant que prévu, forcément la communication est impactée. Voilà, quand on était à la Coupe du Monde en Indonésie, dès l'élimination en poule, parce qu'après on avait des matchs de classement à jouer, on devait rester sur place, nous on a pratiquement tout arrêté. On ne traitait plus que les rencontres, mais très sommairement, sur un game day, un visuel game day le matin pour entre guillemets informer les fans malgré tout qu'il y avait un match. Donc là vous avez eu consigne de faire profil bas. De faire profil bas, et c'est aussi nous qui l'avons intégré tout de suite, parce que voilà, on n'a pas sorti d'épisode de web-série, on n'a rien sorti en inside, on s'est adapté en fait aux sportifs, et ça c'est une réalité. Quand le sportif ne performe pas comme il aurait voulu, la communication s'adapte et fait en sorte de faire profil bas. Ouais. Toi, tu disais, tu travailles donc avec des prestats qui sont des spécialistes. Oui. Courtside, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ces contenus-là, toi, tu as besoin de faire appel à 2 professionnels, photographes, vidéastes, et pourquoi c'est pas toi qui les fais? Est-ce que c'est vraiment si spécial que ça de faire du contenu de sport, indoor Alors, je pense que c'est clairement spécial. Le sport indoor et le sport outdoor, clairement, c'est 2 choses totalement différentes. D'avoir des personnes qui sont des prestats experts dans leur sport, c'est très important pour nous. On a une personne, comme je disais, Tommy Ambert, qui est vidéaste depuis une quinzaine d'années, qui lui est très fort sur la partie documentaire, web-série, etc., et qui va filmer du contenu pour tout ça, mais qui va aussi être à même de filmer des actions de game et de les sortir et ça, à la justement, mi-temps, etc. C'est difficile de sortir des actions de game? Alors, c'est difficile au basket parce que c'est très intense et que c'est un sport qui va très vite, où il y a peu d'arrêts de jeu, donc il faut être très fort, mais on a de la chance d'avoir des personnes qui sont très 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 bonnes, très rapides, très très réactives, et qui à la mi-temps peuvent me sortir 2-3 reels caméra. Moi de mon côté, je gère toute la partie live tweet, création de contenu smartphone, création de visuels, etc. pendant le game, donc j'ai beaucoup de missions également, mais moi aussi je peux sortir 5-6 reels s'il le faut sur des actions incroyables qui peuvent buzzer totalement pendant un game. Donc toi tu leur passes tes commandes? Exactement. Ouais, tu leur dis, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin Exactement. de ça. Tous les jours, ils ont une espèce de roadmap avec une fiche suivie de la journée, heure par heure, le nombre de contenus qu'il me faut. À telle heure, il me faut X photos des joueurs qui arrivent à la salle. Après, il me faut à l'échauffement un petit condensé des joueurs qui s'échauffent. À la mi-temps, il me faut 2 reels. À la fin du game, il faut dans les vestiaires, si victoire, des photos de joie, d'émotion un petit peu. Donc ouais, tout est calculé en avance. Et en fait, les seules choses qu'on ne connaît pas avant une journée de match, c'est finalement ce qui va se passer lors de la rencontre, parce qu'on ne sait pas sur comment va se dérouler la rencontre. Est-ce qu'on va bien jouer? Est-ce qu'on va finalement moins bien jouer? Est-ce qu'on va avoir des actions d'éclat? Est-ce qu'on va pas en avoir? Donc en fait, le but, c'est d'avoir une roadmap claire tous les jours avec le nombre de contenus qu'il me faut, mais après d'être très réactif lors de la rencontre pour pouvoir sortir des contenus live qui vont être les contenus les plus engageants. Ouais. Je parlais de storytelling tout à l'heure et je me pose vraiment cette question-là sur la narration sportive, parce que moi je suis fan de Tour de France. Ouais. Et alors là, on a affaire à une séquence sportive qui est vraiment une narration avec un vrai storytelling, et y compris d'ailleurs sur leur production social media. On a reçu ici les équipes du Tour de France. Il y a vraiment un travail qui est fait pour raconter chaque jour, donner un angle à la journée. Et je me pose la question, si toi de ton côté, quand tu as comme ça un tournoi, un championnat, est-ce que tu angles, on va dire, ou alors c'est exclusivement le scoring et tu es dans du journalisme, ou est-ce que tu es quand même dans un angle? Il y a forcément une partie storytelling, ça c'est une certitude. Comme je te disais, il y a vraiment un travail de SAP en amont sur les objectifs déjà des équipes de France, qui sont forcément qui vont impacter notre communication. Est-ce que
est-ce que le parti pris de la fédération et des coachs, ça va être de dire qu'on a beaucoup d'attentes et qu'on attend une médaille, etc., qu'on vise une médaille. Forcément, du coup, le storytelling va être différent. Est-ce que les coachs vont être plus dans la précaution et moins parler de leur objectif collectif? Forcément, du coup, ça va nous adapter. Donc ouais, il y a une vraie partie storytelling. Le but, c'est de donner la chance aux fans aussi de vivre au plus près des équipes de France sans pouvoir être présent avec eux au quotidien. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, notre stratégie de contenu, elle est basée là-dessus. En fait, c'est d'apporter le plus de moments un peu behind the scene possible pour qu'un fan lambda de basket puisse se dire, voilà, là j'ai l'impression d'être dans la salle à côté de Rudy Gobert. Là, quand je suis en train de voyager, de voir un trajet entre Lyon et Montpellier en bus, ou je sais pas, j'ai l'impression de voyager avec l'équipe de France. Là, quand Rudy Gobert me raconte sa journée de préparation, j'ai l'impression de la vivre avec eux. Enfin voilà, c'est je pense que la grosse partie de notre strat aujourd'hui, c'est ça, c'est de pousser pour que les fans lambda puissent vivre auprès de nos équipes de France une compétition qui ne pourrait pas vivre en temps réel, quoi. C'est quoi aujourd'hui tes KPI sur Instagram? Qu'est-ce que tu regardes? Alors, on va regarder beaucoup le reach, enfin forcément les impressions, le reach, les vues de vidéos, parce que les reels, c'est un format sur lequel on mise beaucoup, encore plus en compétition, parce qu'on a accès aux joueurs et aux joueuses, donc on crée beaucoup de contenu, que ce soit cam ou smartphone, sur lesquels on performe plutôt très bien. Donc forcément, sur ça va être impression, vue de vidéo, et puis après, le nombre d'interactions, ça va être interaction, taux d'engagement, ça va être ces KPI-là, ouais. Tu dois rendre des comptes? On doit rendre des comptes. Ah bah oui, même lui, hein. Clairement. Évidemment. On doit rendre des comptes. Après, on n'a pas de pression du résultat, mais le but, c'est en fait, ces objectifs, c'est nous qui nous les fixons en interne. Et après, voilà, c'est entre guillemets toi et toi-même, t'as envie de tout faire pour que ces objectifs soient atteints. Donc ouais, on a un récap social media à rendre après chaque rassemblement, que ce soit préparation et compétition lors d'une compétition estivale, et lors de chaque fenêtre de qualification aussi, on bosse avec une solution qui s'appelle Social Baker, qui nous permet d'avoir accès à des stats très intéressantes et de rendre des rapports qui sont très détaillés, et du coup c'est hyper intéressant. Comment tu collabores avec les autres comptes Instagram qui constituent l'écosystème basket, parce que français, hein, notamment, parce qu'il y en a beaucoup, hein. La Fédération française de basket, la FFBB, la LNB, qui est donc la Ligue nationale, donc l'équivalent de la Ligue 1. C'est ça, exactement. Ouais. Comment tu collabores avec eux? Alors la FFBB, c'est facile parce que c'est le même employeur, voilà. Exactement. Donc forcément, on essaye de mettre en avant et de créer des ponts entre les licenciés sur la partie fédérale et les équipes de France. Donc on va toujours avoir du contenu, on va dire, commun lors des préparations, avec des journées de rassemblement, de rencontres entre les joueurs et les fans, etc., qui nous permettent aussi de créer du lien entre licenciés et équipes de France. Et après la Ligue nationale, ça diffère un petit peu. C'est tout au long de l'année, plutôt, c'est nous qui sommes demandeurs de leurs images, parce qu'on a beaucoup de joueurs de l'équipe de France de basket qui jouent en Betclic Elite, qui est la Ligue 1, on va dire, du basket. Et du coup, nous, on a de très bonnes relations avec eux, et puis on collabore sur des posts, on collabore sur des temps forts, et le but, c'est d'amplifier le contenu au maximum tout au long de l'année, mais que ce soit avec la LNB, mais que ce soit avec la NBA, que ce soit avec l'Euroleague, l'Eurocup, toutes les compétitions européennes. On a des accès très privilégiés avec eux, notamment avec la NBA, qui nous permet d'avoir accès à un compte à 100 millions d'abonnés, donc ça, c'est incroyable. Et tout au long de l'année, on collabore, que ce soit avec les franchises, comme avec les Spurs pour Victor, lors de temps forts, comme le trophée de Rookie of the Year, ou des performances mythiques qu'il a pu réaliser tout au long de l'année. Donc ça nous permet d'amplifier du coup notre contenu, ça nous permet d'être connus un petit peu au-delà de la France, et du coup d'avoir accès à une base fan énorme, et pour continuer de grossir, quoi. Ouais, moi de mon côté, je suis avec vraiment beaucoup d'attention, alors déjà j'aime beaucoup la NBA, mais je suis avec beaucoup d'attention ce qu'ils font en social, parce que c'est vraiment un cas d'école, hein. C'est énorme puissance de communication. Allez jeter un petit coup d'œil aux divers comptes de la NBA, et notamment le principal, et ils sont vraiment au top des best practices, et notamment avec une énorme stratégie de cross-post. T'as pas aujourd'hui un post en NBA qui est pas au moins cross-posté avec soit une franchise, donc une équipe, soit avec un joueur, soit avec un compte tiers, de la NBA, NBA Europe, NBA Africa, NBA etc. History, exactement. Et du coup, je me demandais, bon alors c'est la NBA,
Voilà. Je me demandais comment toi tu pouvais aujourd'hui organiser ça. Comment quand on est équipe de France basket, on arrive à créer autant de liens là-dessus. Comment ça se fait en fait ça? Tu les contactes, tu as un numéro de téléphone, alors, vous avez un groupe WhatsApp en commun, comment ça marche? On n'a pas de groupe WhatsApp, c'est en fait c'est via du networking, hein, clairement, c'est des personnes que tu rencontres au fur et à mesure de ton expérience. Moi j'ai commencé avec l'équipe de France et j'ai tout de suite voulu avoir un lien avec les personnes qui s'occupaient des comptes NBA France. Pour avoir accès à du contenu, pour avoir accès à des highlights qui nous manquaient fortement en période de temps faible, pour parler de nos joueurs en NBA, parce que la NBA c'est la meilleure ligue du monde masculine, donc forcément on avait un gros besoin de mettre en valeur nos joueurs quand ils sont en club. Donc ça a commencé avec NBA France, NBA Europe, et puis après maintenant c'est NBA à New York, et c'est vrai qu'on a tissé des liens hyper intéressants parce que eux sont aussi très intéressés par nos contenus, du fait que quand eux c'est l'été et qu'ils ont plus grand chose à raconter parce que la saison est terminée, ils mettent en valeur beaucoup leurs joueurs stars quand ils sont en équipe nationale, et d'avoir des joueurs comme Rudy Gobert ou maintenant du coup Victor cet été, ils sont hyper preneurs. Donc toi à l'inverse tu vas leur prêter des images. Exactement. C'est un rapport de... Par exemple, l'année dernière, préparation Coupe du Monde, on joue contre le Monténégro à Montpellier. Rudy Gobert marque son premier 3 points en carrière, donc vidéo que je capte au smartphone et que je poste en instantané sur Instagram. Et je demande en collab Rudy, donc le joueur, sa franchise des Timberwolves et la NBA. Et donc tout le monde accepte et ça fait un Reels qui a 12, 13 ou 14 millions de vues. Donc en fait, ça permet d'amplifier le contenu énorme. Bon, après, l'action est incroyable parce que c'est aussi une action historique pour Rudy qui marque son premier 3 points en carrière. Numéro 1, joueur défensif numéro 1 aux États-Unis. Exactement. Donc voilà, en fait, eux, ils sont aussi très intéressés par nos images. Et ils savent que on a des joueurs qui sont aussi des joueurs stars en NBA et qui leur permettent de raconter une histoire différente de ce qu'ils peuvent faire tout au long de l'année. Donc ce que tu me dis, c'est tout ça se fait un petit peu comme ça, d'humain à humain, assez simplement. Il y a pas, je veux dire, c'est pas contractualisé, il n'y a pas de formalisme autour de ça. Du tout. Ok, ça c'est quand même, je trouve, cette fonction de CrossPost, elle a changé le game. Elle est incroyable. Elle a changé le game aussi parce qu'elle ramène du social, y compris entre les comptes, le besoin de se parler, de trouver des moyens de collaborer ensemble. Je trouve ça assez génial. Non, c'est top. C'est comme tu dis, ça nous a un petit peu entre guillemets obligés à aller voir ce qui se faisait ailleurs, à prendre contact, à essayer de discuter, de trouver un terrain d'entente. Et ça, c'était un vrai point fort. Aujourd'hui, sans les collabs, je pense qu'on n'en serait pas où on en est. Que ce soit nous ou d'autres comptes, hein, dans les chiffres, c'est complètement dingue. Ça te permet aussi de capter une audience folle, quoi. Et c'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir collab avec un compte comme la NBA, tu sais que derrière c'est au minimum 1 million de vues, ça c'est une certitude. Ça peut monter à 5, 6, 7, enfin voilà, c'est assez facile de performer. Il faut aussi que le contenu soit bon malgré tout, mais ça te permet aussi de ramener un monde fou sur ton propre compte. Et c'est vrai que quand l'année dernière on fait plus 60 000 sur l'été, et ben c'est aussi grâce à ça, il faut pas le nier. Alors là on parle de NBA, on le sait, côté NBA, la France c'est un énorme marché. C'est clair. C'est un marché prioritaire en Europe, la France, qui a une grosse appétence pour le basket américain. C'est pour ça qu'il y a eu NBA Paris, etc. Qui reviennent encore. Avec 2 matchs, ça va être sympa. Ce qui est vraiment très cool. Ouais. Comment on voit ça du côté de la Fédé, de l'équipe de France? C'est une bonne nouvelle? C'est un peu chiant parce que c'est notre territoire. Comment ça se passe? Alors, non, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle, ça c'est clair. Dans tous les cas, c'est positif pour le basket parce que ça ramène du monde en France, ça fait parler de notre sport, donc forcément c'est hyper positif. Après, la NBA reste la NBA, c'est une grosse machine de guerre. Je pense qu'à la fédération, on n'arrivera jamais à créer une communauté aussi forte, aussi engagée, mais c'est aussi la réalité. C'est un sport américain qui a été créé là-bas. La plus grosse ligue du monde, c'est la NBA. Les meilleurs joueurs jouent en NBA. Voilà, il ne faut pas non plus se tromper de combat. Mais c'est vrai que pour nous, en tant que fédération, on est très content de la venue de la NBA pour les matchs NBA Paris. On fait plein de choses en commun. On organise énormément c'est une grosse semaine aussi pour la fédération parce qu'il y a plein d'événements à côté du match des pros. Et c'est l'occasion de mettre en image aussi, en lumière. Exactement. Non, c'est très positif. Pour nous, c'est très positif. Ouais. Sur les plateformes, il y a aussi des très beaux créateurs de contenu dédiés au basket. Voilà, je pense à Deli.
Briscoe, qui sont des comptes sur lesquels je tombe de temps en temps, qui sont cool. Deli plutôt basket féminin, c'est ça. Briscoe plutôt basket au sens large. Est-ce que toi tu as déjà eu l'occasion de collab avec ces comptes-là dans le cadre de l'équipe de France de basket? Est-ce que ces KOL-là, ils sont utiles aussi à la Fédé pour mettre un coup de focus sur le basket français? Alors, Deli, comme tu disais, il travaille beaucoup avec la Ligue féminine de basket, qui est la ligue numéro 1 en France chez les filles, qui est gérée par la fédération, donc qui n'est pas gérée par moi en direct, mais par des collègues à la fédération, qui créent du contenu avec ce créateur de contenu, du coup en collab. Toutes les semaines, il faisait un petit récap un petit peu du week-end et des résultats sur un format un peu short, un peu cool. Donc on a bien sûr l'occasion de bosser avec ces créateurs de contenu. Il y a aussi Obsidia, que tu dois connaître, qui est, avec lequel on a déjà pu travailler en équipe de France ou avec la fédération, mais par contre il n'y a aucune stratégie d'influence à la fédération. Ça c'est une réalité. Je pense parce que politiquement ça a jamais été un objectif principal de la fédération. Je pense aussi en côté budget, c'est pas quelque chose qui est une priorité. Donc on travaille peu avec des créateurs de contenu. On est, comme je te dis, on est vraiment full organique, zéro paid, zéro appel à des créateurs. Mais par contre, s'il y a des choses qui se font comme ça, s'il y a des choses qui se font comme ça, ça peut être une possibilité de collaborer. Ouais, totalement. Ok, d'accord. J'aimerais qu'on creuse dans le vestiaire de l'équipe de France. L'équipe de France, c'est vraiment un Hall of Fame. Ouais. C'est impressionnant, l'équipe de France aujourd'hui. Alors, t'as les joueurs, t'as les historiques évidemment, et puis t'as aussi ces joueurs NBA qui sont des énormes stars, vraies stars internationales avec des communautés en ligne énormissimes. C'est clair. Wemby, 3,9 millions de followers sur Instagram. Et surtout une explosion assez récente, parce qu'il est arrivé en NBA, je crois qu'il était à 1 million ou 1,2 million. Donc ça veut dire qu'il a pris peut-être 2 ou 3 millions en un an. C'est un pays, c'est ça. C'est énorme. C'est énorme. En fait, on a aujourd'hui de la chance d'avoir une tête d'affiche qui a une communauté extraordinaire. Rudy Gobert, c'est 864 000 followers, c'est aussi énorme. Nicolas Batum, 290 000 followers. Non, et Evan Fournier, 290 000 followers. Tu as ici des joueurs qui ont des audiences plus grosses que l'équipe de France en elle-même. Totalement. Est-ce que tu dois, toi, aujourd'hui, composer avec leurs équipes de communication perso? Parce qu'évidemment, tous ces sportifs pros, ce sont des marques à part entière. Et donc, ils ont aussi, j'imagine, leurs propres équipes. Exactement. Je pense qu'en équipe de France masculine, on doit être à 90% de joueurs qui bossent soit avec une agence, soit avec des CM en propre. Donc forcément, on s'adapte, on s'organise en amont sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on va leur demander, ne pas trop non plus les déranger. Mais c'est vrai qu'on a de la chance en équipe de France. Que les équipes nous les laissent un petit peu. L'été, c'est aussi leur moment de repos, et ils arrivent en équipe de France avec la certitude et la confiance qu'on va pas faire n'importe quoi avec leurs joueurs. Ils ont une full confiance en nous, ce qui fait que du coup on arrive à faire un petit peu ce qu'on veut, entre guillemets, ce qui est prévu à la fédération, sans avoir à passer par leurs équipes pour valider, entre guillemets, nos contenus. Mais au quotidien, par contre, on bosse avec leur CM, on leur envoie du contenu, ils ont accès à notre base photo vidéo, donc ils peuvent piocher dedans. S'ils ont des besoins en particulier, ils ont mon WhatsApp et ils m'envoient une demande. Et voilà, moi j'essaie d'être très réactif. Donc il y a un vrai travail, parce que le but c'est aussi que les joueurs et les joueuses postent sur leurs réseaux sociaux images en équipe de France pour parler de nous. Et quand tu dis que Wemby c'est 3,9 millions, là il doit y avoir des tractations. Que Rudy c'est pratiquement 1 million, le but c'est que ces personnes-là postent régulièrement. Il poste pas beaucoup, Wemby. Non, il poste pas beaucoup. Il est plus discret que Rudy. Mais le but c'est que quand Wemby fasse un post équipe de France en nous taguant, on sait que derrière c'est aussi un vrai point positif pour les équipes de France. Ok, et quand ces superstars là elles sont sur le terrain, sur un championnat, alors je dis aux mises à part qui vont être un peu spéciaux pour toi, est-ce que tu as des temps réservés pour y accéder? Comment ça se passe en fait? Parce que tu es avec le staff, mais peut-être qu'un Wemby est extrêmement sollicité aussi, etc. Est-ce que tu as des créneaux de com, social media, ou est-ce que tu dois un petit peu jongler et trouver des opportunités comme elles arrivent? Alors, on a un créneau de communication qui est le Content Day, qu'on appelle le Content Day. C'est vraiment le premier jour de rassemblement des équipes, en fait, où elles arrivent à l'INSEP ou sur les lieux de rassemblement n'importe où en France. Et on organise vraiment une journée dédiée à la communication. Donc là, chez les filles, c'était vendredi dernier, ça s'est super bien déroulé, où on va dire entre 9h et 18h, les filles ont
je perds mes mots, excusez-moi. Un programme de construction. Un programme, excusez-moi. Donc c'est le fameux shooting. Exactement, et où il etc. y a une dizaine de shootings photo-vidéo. Ouais. Donc ça va être des shootings photos propres à la fédération, mais ça va être aussi des shootings partenaires, shooting comité olympique avant les Jeux. Voilà, donc on a plein de choses à tourner et on essaye de maximiser en fait cette journée pour avoir un max de contenu afin de plus trop déranger les joueurs et les joueuses après qui vont être vraiment focus sur la partie basket. Donc toi tu arrives avec tes concepts à ce moment-là. Exactement, tout est préparé en amont, tous nos prestats sont sur place, tout le monde installe ses studios la veille, tout est prêt et on arrive et on tourne une centaine de contenus sur la journée. Ça va être une belle journée de sueur. Ça. C'est top. Et on l'a fait avec les filles et ça s'est super bien déroulé. Donc là on a plein de choses qui vont arriver. Tu repars avec une centaine de contenus. Ouais, facile. Ah ouais. Une centaine de contenus, ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Ok. Donc c'est assez impressionnant. Pour les garçons, ce sera le 27 juin. Donc ça arrive bientôt. Mais c'est vrai que la strat, c'est de faire en sorte que cette journée soit la plus pleine possible pour nous, afin ensuite de plus trop déranger les joueurs et les joueuses. Ouais. Mais on a bien sûr des accès en lien avec le staff technique performance sur des journées un petit peu plus moins rythmé entraînement, où il peut y avoir des fois qu'un entraînement dans la journée. Là, on peut demander à avoir un accès joueur ou joueuse en lien avec d'abord le joueur, le staff technique, son équipe, et de voir ce qui est possible de faire dans la journée. Ah, il faut composer. C'est ça. Il faut composer. Il faut s'adapter. Allez, et si on basculait sur TikTok ? Ouais. Parce que là, TikTok, il y a des choses aussi à dire. Équipe de France de basket, c'est le même hâte sur TikTok. 173 000 followers. Ouais. C'est un compte qui a été créé il y a combien de temps ? Pareil que sur Insta. Ouais. Ça a été créé au même moment, donc 2 ans et demi, je dirais. Donc on est satisfait sans être satisfait. Donc là, je pense qu'on pourtant, c'est un gros carton. Hein. Il y a des contenus qui dépassent les 4 millions. Il y a des contenus qui ont fonctionné, mais comme je disais, moi, je suis assez critique sur nos performances. Je n'ai pas du tout envie de dire que ce qu'on a fait, c'était top. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc j'attends beaucoup de. Attention, hein, basketteur, il a un passif de. Non, mais ouais, j'attends beaucoup de cet été pour exploser, pour que les comptes Insta et TikTok vraiment performent et au moins dépassent les 300 000 on a dit sur Insta et 250 000 sur TikTok, ce serait vraiment l'objectif. Donc on crée moins de contenu sur TikTok parce qu'on est moins, enfin on est, comme je te disais, comme je t'expliquais, on est peu staffé finalement, en partie social media équipe de France. Donc tu choisis un peu tes combats, tu veux dire ? Voilà, exactement. Ouais. Donc ça n'a jamais été la priorité numéro 1 de la fédération dans la stratégie de communication, mais ça le devient petit à petit. Donc on sait que là cet été ça va être une période charnière pour nous pour TikTok. Donc on a beaucoup de contenus qui ont été créés chez les filles, vraiment du contenu exclusif à TikTok, et on a beaucoup de contenus qui vont être créés chez les garçons, et on espère pouvoir partager 2, 3, 4, 5 TikTok par jour sur l'été afin de faire grossir notre communauté. Et là ça a pris immédiatement ce compte, ou alors vous avez eu vos errances au début, qu'est-ce que ça donnait ? Non, ça n'a pas pris immédiatement. Ça a décollé avec l'Euro 2022. Où là ça a vraiment pris, on a réussi à faire des contenus qui étaient plutôt cool et qui ont fonctionné, et après ça a vraiment encore une fois repris sur une fenêtre où il y avait Victor, là où il était présent pour ses premières sélections en équipe de France, où là on a fait beaucoup de contenu à plus d'1 million de vues, et c'est vrai qu'on a gagné je crois 45 000 abonnés en 10 jours sur TikTok. Dont notamment cette vidéo mythique où on le voit on essayer de rentrer dans un avion. 2,21 m quand tu prends l'avion, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que au final c'est une vidéo qui est toute bête, qui est même pas montée, il y a un aller, un retour avec Victor qui marche. C'est le TikTok parfait. Mais c'est le TikTok parfait, smartphone, authenticité, pas de chichi. Et au final, ça fait plus de 4 millions de vues, quoi. Donc c'est bête, mais ça fonctionne. Là, la stratégie sur TikTok, je la trouve très différente de ce que vous bossez sur Instagram. Il y a vraiment des partis pris. Ouais. Je pense par exemple à la tonalité, qui a rien à voir avec ce qui est bossé sur Instagram. Il y a des mèmes, il y a de la vanne, il y a des visuels un peu bricolés avec ce look and feel très bricole, etc. Est-ce que tu penses que la tonalité, c'est une des clés de réussite aujourd'hui sur TikTok ? Est-ce que c'est un indispensable ? Alors, je pense que oui, parce qu'on n'a pas affaire du coup à la même génération, enfin au même profil type d'utilisateur. C'est vrai qu'on est encore sur un profil type plus jeune sur TikTok. Et puis moi en fait, je pense que ça part beaucoup aussi de moi, mon expérience et ce que j'aime regarder. Moi, ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est les équipes qui se prennent pas la tête, c'est celles qui mettent en avant leurs athlètes, mais qui peuvent aussi les tailler gentiment quand il y a un truc drôle sans les mettre bien sûr en danger ou les impacter négativement. Il y a plein de clubs de foot qui me font parfois rire, mais c'est incroyable, quoi. Beaucoup de clubs de foot, d'ailleurs, je trouve que le foot est beaucoup plus fort sur la partie TikTok que le basket, mais des clubs italiens, Naples, l'AS Roma, le Zénith Saint-Pétersbourg,
retours en Russie qui créent Qui du travaillent contenu, vraiment le second degré. Voilà, exactement, où ils sont beaucoup dans le trash talk avec les autres équipes, mais aussi dans le second degré avec leurs propres joueurs. C'est incroyable pour moi. C'est ça l'angle le plus intéressant sur TikTok. Ouais, et cette tonalité, tu la travailles vraiment aussi avec ce format carrousel. Ouais. Voilà, j'ai l'impression que ce format carrousel, c'est un peu le nouveau cheat code de TikTok actuellement. Ouais. C'est quoi ton retour, toi, sur ça? On fait de très bons résultats dessus. On est plutôt satisfait. Dans tous les cas, on sait que c'est poussé par l'algo parce que forcément, même si peut-être un peu moins maintenant, mais au moment de sa création, on sait que c'était comme le format Reels à l'époque sur Instagram. On sait que c'est forcément nouveau, donc poussé par les algos. Et c'est vrai qu'au final, même moi en tant qu'utilisateur de TikTok, j'aime beaucoup swiper sur un carrousel photo, et je trouve que des fois c'est top. Et puis il y a beaucoup de trends aujourd'hui qui mettent en valeur la partie photo sur TikTok et sur lesquels tu peux facilement performer. Et on le voit. Ouais. Cette liberté de ton, comment elle marche au cœur d'une fédé? Est-ce que tu l'as négocié en amont en disant les gars, laissez faire les pros. Alors, je ne vais pas valider les contenus à mon, sinon c'est mort. Ou comment ça se passe? Alors on a de la chance nous d'être expert entre guillemets dans notre métier, et donc de pouvoir créer du contenu et de le poster sans le faire valider en amont. Donc ça, c'est une vraie facilité. C'est un indispensable. C'est un indispensable. On ne pourra pas faire autrement. Non, impossible. Ce serait impossible. On ne pourrait pas, surtout sur des périodes chaudes où il y a beaucoup de contenu à sortir, ce serait clairement impossible. Donc on a vraiment de la chance d'avoir la confiance de nos responsables là-dessus. Donc ça, c'est top. Mais ouais, ça se négocie. Et sur les TikTok, on va dire, les plus touchy, bon là on préfère demander quand même à nos responsables pour voir si ça passe ou si ça passe pas. De toute façon, le président de la Fédé, il est pas sur TikTok. Il est pas sur TikTok, exactement. Allez, hop. Voilà, si ça buzz négativement, ce serait pas bien pour l'image de la fédération, donc on fait attention quand même. Ouais. Plus globalement, toi, qu'est-ce que tu as compris de cet algo TikTok? Est-ce que tu as compris comment il marchait vraiment ou pas? Alors, oui, je pense que j'ai compris comment il marchait, même si on peut faire beaucoup mieux. Comme je te dis, on n'est pas encore satisfait du tout des résultats. On attend beaucoup de cet été. Mais oui, je pense que j'ai compris. Je pense que le fait de faire de la veille quotidienne sur ce réseau, c'est la clé, de voir un peu ce qui se fait ailleurs, de voir ce qui fonctionne, et de pas hésiter à comment dire, un petit peu, pas tricher, je veux dire, mais de regarder ce que font les plus gros comptes, comment ils organisent un petit peu leur strat de contenu, et puis d'emprunter, de remixer. Exactement, c'est ça. Dans tous les cas, nous ce qu'on fait, c'est ça, de créer une tendance, que la fédération crée une tendance qui va être reprise par tout le monde. Je suis pas sûr que ce soit aujourd'hui qu'on soit en capacité de le faire. Par contre, le fait d'être tous les jours, quotidiennement sur ce réseau, regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, là, ça va être un peu plus facile pour nous de performer. Ouais. Basculons alors là, tout autre monde, grand écart Facebook. Ouais. Voilà, on passe de TikTok à Facebook. Et pourtant, Facebook, là, il se passe vraiment beaucoup de choses pour vous. Ouais. Voilà, déjà, il y a 2 comptes. Ouais, c'est ça. C'est un peu la spécificité. C'est le seul réseau social où les équipes de France ont un compte distinct. C'est une raison historique? Alors, c'est une raison historique qui ne m'appartient pas parce que je n'étais pas encore à la fédération quand ces choix ont été faits, quand les comptes ont été créés. Moi, je suis arrivé après. Mais oui, c'est un choix vraiment historique. Facebook, à l'époque, était entre guillemets le réseau social numéro 1. Ouais. Et donc, ils avaient décidé de scinder la communication entre les deux équipes. Donc, 200 000 followers pour l'équipe de France féminine, 240 000 pour l'équipe de France masculine, quasiment parité. Ouais. Mais on voit quand même que là, il y a des grosses bases d'audience. Ouais. J'ai jeté, moi, un coup d'œil sur l'activité de ces 2 pages. Parce qu'on dit souvent, Facebook, c'est mort. Bah, pas quand on regarde ce qui se passe du côté des équipes de France de basket, parce que j'ai été scotché par la vitalité et de l'engagement des communautés. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a certains posts qui ont plusieurs centaines de commentaires aujourd'hui. Comment t'expliques que Facebook, ça réussisse aussi bien? Alors, je pense qu'on a la chance d'avoir des communautés bien différentes entre chaque réseau social. Et c'est vrai que Facebook, on a une communauté un petit peu plus âgée, mais qui, malgré tout, est très engagée. Donc c'est vrai, comme tu dis, on a des contenus qui font des fois des 2, 3, 4 000 likes. Sur Facebook, c'est assez énorme aujourd'hui quand on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, avec comme tu dis, des centaines ou des milliers de commentaires parfois. On a juste de la chance d'avoir des communautés engagées. Aujourd'hui, Facebook, c'est
pas la priorité des équipes de France. Mais malgré tout, dès qu'on poste du contenu dessus, on se rend compte que ça marche. Et donc, qu'il faut continuer. Ouais, j'ai l'impression que tu as aussi une stratégie éditoriale qui est différenciée. Ouais, totalement. Sur Facebook, tu as des spécifiques. Hein. Totalement. Notamment, tu parlais d'anniversaire, toute cette dimension-là. C'est ça. On va avoir la partie marronnier, va être très, très mise en valeur sur X et sur Facebook. Un peu moins sur Instagram, où on essaie de parler un peu plus des joueurs et des joueuses actuelles. Sur Facebook et sur Twitter, on a une partie historique qui est tout ce qui est photos d'archives. Exactement. Et qui est très demandée par... des photos des années 80, 90. Ouais. Et qui est très demandée par nos communautés sur ce réseau. Donc c'est vrai quand on va par exemple souhaiter l'anniversaire de Jacques Monclar, qui est un analyste aujourd'hui chez Beansport incroyable, mais qui est ancien joueur de l'équipe de France, sur Instagram on ne le poste pas parce qu'on sait que ça va pas vraiment sa place. Par contre sur Twitter, sur X et sur Facebook on le poste et ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. C'est incroyable, ça fait partie du profil type de notre communauté Facebook. Et quand tu regardes fais une analyse démo là sur démographique sur TikTok, Instagram, Facebook, tu vois vraiment cette différence de tranche d'âge, elle est notable. Totalement. On va dire que sur TikTok, Instagram, on est sur du 18-34, ça va être vraiment le cœur de cible, alors que sur Facebook, ça va être plutôt la tranche d'après. Clairement. Ouais. Ok, donc du coup, forcément, stratégie adaptée. C'est ça. Ça, c'est vachement intéressant quand c'est aussi limpide, parce que parfois, tu as un overlap super fort. Totalement. Avec vraiment des plateformes où tu as un peu les mêmes audiences. C'est ça. Tu sais pas trop comment aborder le sujet sans dénaturer ta tonalité, en fait. Hein. Donc là, c'est chouette. Ils sont comment les fans de basket? Comment elles sont les commus basket sur les réseaux? Alors, pour les équipes de France ou pour tout le monde? Toi qui les as, parce que tu as d'un côté les joueurs, mais tu as de l'autre côté les fans, hein, les audiences. C'est quoi la relation qu'ils ont avec leur équipe de France? Alors, la relation qu'ils ont déjà, la relation la plus privilégiée, je pense que c'est avec les athlètes. Forcément avec les athlètes en propre, sur leur propre réseau. Ouais. Ça, c'est une certitude. Forcément, quand tu es... moi, je suis d'abord fan d'un athlète avant d'être fan de l'équipe de France. Ouais. Et souvent, ça marche souvent dans ce sens-là et pas dans le sens inverse. Donc, on a la chance, du coup, nous, de pouvoir capitaliser sur ces joueurs et ces joueuses qui ont parfois, comme on disait tout à l'heure, des communautés extraordinaires. Donc, c'est vrai que les athlètes, eux, en propre, ils ont des communautés plutôt bienveillantes. Qui les mettent en avant, qui sont toujours très positifs. Nous, ça va dépendre beaucoup du résultat sportif, c'est une réalité. L'année dernière, quand je reparle de la Coupe du Monde, qui a été un échec chez les garçons, les commentaires étaient plus que négatifs. C'était vraiment terrible, que ce soit en DM ou dans les commentaires visibles. C'était très, très compliqué. Même des fois... Tu lis des trucs, tu te dis bon, c'est pas possible. Ça pourrait. Est-ce que c'est comme pour l'équipe de France de foot, il y a 60 millions de sélectionneurs ou comment ça se passe? C'est une réalité. Ouais. En fait, parce que là, il y a eu des annonces de liste. Je te pose la question parce que j'ai vu l'annonce de la liste. Hein. Ouais. Il y a ceux qui sont contents, puis il y a les autres qui râlent. Pourquoi machin et pourquoi pas. Forcément, il y a toujours des joueurs ou des joueuses qui sont pas appelés, qui auraient bien sûr voulu être appelés, parce que c'est un rêve, surtout pour les Jeux Olympiques. Et puis après, du côté des fans, c'est exactement pareil. En fait, si leur joueur préféré ou joueuse préférée n'est pas dans la liste, forcément, c'est sujet à critique. Donc ça l'a été chez les garçons, ça l'a été chez les filles lorsqu'on a annoncé les listes le 15 ou le 16 mai dernier, je sais plus. On a été très critiqués entre guillemets sur certains choix, mais donc ça appartient aux sélectionneurs. C'est des choix qui sont forts, mais qui font partie de sa vision de la compétition. Et donc on a aucune réponse à donner à ces fans. Le but, c'est pas du tout de rentrer dans un débat ou de leur donner de l'attention. C'est on poste notre liste, c'est le choix du sélectionneur, les choix du sélectionneur, et puis on. Est-ce que tu fais un petit report à l'attention du sélectionneur en disant dis donc du tout. T'as vu ta sélection, elle fait pas l'unanimité. Il faut pas confondre. C'est le sélectionneur, c'est lui le patron. Nous, on est juste des communicants. On partage ses choix et ça s'arrête là. En matière de modé, c'est quoi le parti pris aujourd'hui? Parce que tu as des grosses communautés. Ouais. On l'a dit, l'équipe, elle est réduite. Hein, il y a toi. Quel est le parti pris qui est fait? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'interactions qui sont des micro-interactions. Oui. Et puis tu as peut-être en DM notamment, j'imagine, des questions plus de fond, plus intéressantes, peut-être même qui ont attrait à moi j'aimerais faire du basket plus tard, j'aimerais trouver un club. Comment tu gères ça? Alors,
Je pense que cette partie vraiment intéressante, licenciée sur voilà les questions un petit peu sur la pratique, sur ça appartient vraiment au compte fédéral. Donc moi je suis pas dessus. D'accord. Donc j'ai entre guillemets la chance d'éviter ça parce que c'est aussi un temps, j'imagine, un temps alloué assez important dès qu'on doit un petit peu réfléchir à ce qu'on va répondre. Et puis qu'il faut le faire. Hein, exactement. C'est la mission. Hein. Alors en équipe de France, ça va être des DM un peu plus légers. Qui peuvent être c'est sur quelle chaîne on joue ce soir, ou à quelle heure c'est le match, voilà. Mais on a des fois des centaines ou des milliers de DM par jour auxquels on répond à chacun. Ah, tu réponds ? On répond à tous nos DM. Comment ça se passe ça ? Il y a une équipe Non, c'est moi. Wow. Ah oui, nous avait pas dit, j'aurais dû commencer par ça. Ah oui, d'accord. Moi. C'est moi et Kevin du coup sur la partie féminine, mon collègue Kevin. Et ouais, on répond à tous nos DM, tous nos DM. À part quand on organise des jeux concours où on demande des fois de partager le post en citant équipe de France où là il n'y a pas de réponse à donner, mais dès qu'il y a une question qui est posée, on y répond. Donc, des fois même c'est de juste dire merci avec un cœur, avec un emoji cœur bleu pour rappeler un petit peu notre DA, etc. Mais ouais, c'est de répondre à tous les fans des équipes de France et à les remercier aussi de leur soutien dès qu'ils nous félicitent après une victoire. Méfie-toi Clément, parce que là tu vas avoir des milliers d'auditeurs et auditrices du Super Daily qui vont se dire je vais le mettre au défi. Je vais aller lui écrire un petit message. Je leur répondrai avec plaisir. Clément, finale basket homme et femme, je crois que ça se déroule le 10 et 11 août, c'est ça ? Je suis juste, ok. Évidemment, les Bleus seront en finale. J'espère. Voilà, ça c'est une certitude. En tout cas, là on joue chez nous, donc c'est sûr. Mais la question, selon toi, c'est qui seront les adversaires ? Parce qu'il y a en face, il y a du beau monde, évidemment, les Américains, mais il y en a d'autres. Hein. Alors il y en a d'autres. Ouais. Là, je pense qu'on est sur le tournoi olympique le plus relevé de l'histoire. Clairement, il y a 12 équipes. Il y en a une dizaine qui peuvent jouer une médaille, donc ça va être très chaud, très fort. Donc forcément Team USA parce que les Américains, parce que voilà, toujours très fort. Et puis cette année ils ramènent une équipe. Ils sont un peu déçus encore de leur Coupe du Monde l'année dernière. Et là, il y a 12 joueurs qui sont des stars incroyables qui viennent à Paris. Donc ça va être, je pense, très compliqué de concurrencer avec eux, mais bon, à voir. Hein. On a été aussi surpris en 2021 à Tokyo quand on les a battus en poule et ensuite en finale on perd que de 5 points, donc on a rivalisé avec eux. À voir si cet été ça peut être encore le cas. Et puis après il y a plein d'équipes, il y a l'Allemagne qui est championne du monde en titre, la Serbie, le Canada. Enfin on a un nombre d'équipes aujourd'hui qui est incroyable, qui peuvent jouer les médailles. Juste ton pronostic sur la finale. France-États-Unis. Allez, ça c'est dit. Voilà, on a pris date, on est le 11 juin. Ce serait beau. Si Clément, si on veut échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce qu'on peut venir parler social media, basket, etc. Sur mes comptes réseaux sociaux perso, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, voilà, ça va s'arrêter ici, mais ouais, complètement. Je suis très ouvert à la discussion, très ouvert au partage des bonnes pratiques, etc. Donc cool. N'hésitez pas. C'était un plaisir de t'avoir ici. Longue discussion, j'ai appris plein de trucs. J'espère pour vous aussi, auditrices, auditeurs du Super Daily. Vraiment, un énorme merci. Dernière question, est-ce que s'il y avait un invité que tu aimerais voir ou entendre dans le Super Daily, qu'est-ce que tu me conseillerais ? Je te prends totalement surprise, hein, parce qu'on a déjà fait tes... Alors j'ai un collègue qui bosse pour la Fédé de judo, qui fait du très bon travail aussi. Qui peut être intéressant complètement de le. Moi tu sais que je suis karatéka, alors là on va avoir vraiment beaucoup de choses à se raconter. Exactement, non, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de fédés qui font du très bon travail, des fédés qui sont parfois moins mis en valeur ou moins cotés, on va dire, sans être méchants, mais qui font aussi du très très bon travail et qui peuvent être intéressantes à inviter, carrément. Super, on note, merci pour la reco. Énorme merci à toi, merci pour ton temps. Merci à vous tous les amis, vous écoutiez un épisode de podcast, ça s'appelle le Super Daily. Balancez cet épisode à un proche autour de vous, faites-lui connaître le travail de l'équipe de France de basket. Évidemment, on est avec vous les Bleus, cartonnez, on compte sur vous, c'est nos JO. Merci pour le soutien, j'espère. Merci beaucoup, très belle fin de journée à toi. Salut tout le monde, ciao, bye.